Comment un avion de ligne transportant 239 personnes peut-il simplement disparaître au XXIe siècle? Des nouvelles théories aux débris retrouvés dans des endroits inattendus, ce mystère est plus près que jamais d'être résolu. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les indices les plus récents. Numéro 12, le mystère du MH370. Avant d'entrer dans les détails concernant les squelettes découverts et le site du crash aérien Rush, parlons de la façon dont l'avion a disparu. Le 8 mars 2014, 239 passagers et membres d'équipage sont montés à bord d'un vol de Kuala Lumpur à Pékin. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce serait la dernière fois qu'on les verrait ou qu'on entendrait parler d'eux. Pendant des années, d'innombrables théories ont vu le jour. Cependant, la véritable cause de leur disparition demeure un mystère. Exactement à minuit 42 le 8 mars 2014, le vol 370 de Malaysia Airlines avait collé de la piste 32R, entamant ce qui devait être un vol de routine de Kuala Lumpur à Pékin. Après avoir reçu l'autorisation du contrôle du trafic aérien de monter à 18 000 pieds en direction directe du point de référence Egari, l'appareil semblait fonctionner comme prévu. À bord se trouvaient 12 membres d'équipage, 2 pilotes et 10 membres du personnel de cabine, tous citoyens malaisiens, ainsi que 227 passagers. Le commandant de bord, le capitaine Zahari Ahmad Shah, âgé de 52 ans et originaire de Penang, était un aviateur très expérimenté avec 18 365 heures de vol. Il travaillait chez Malaysia Airlines depuis 1981 en tant qu'instructeur et examinateur de qualification de type. Depuis 2007, le copilote, le premier officier Farik Abdul Hamid, âgé de 26 ans, avait accumulé 2763 heures de vol. C'était son dernier vol d'entraînement avant de passer l'examen lors de son prochain vol. Mais, malheureusement, il n'a jamais eu cette chance. L'appareil transportait 227 passagers originaires de 14 pays différents, dont 153 citoyens chinois, parmi lesquels 19 artistes qui rentraient d'une exposition de calligraphie. De plus, 20 passagers, 12 de Malaisie et 8 de Chine, étaient employés par Fiscal Semiconductor. En plus des passagers, le vol transportait plus de 14 000 kg de fret. Cette cargaison deviendrait l'une des causes spéculatives de l'accident, mais nous en reparlerons plus en détail plus loin dans la vidéo. Avec une arrivée prévue à Pékin à 6h30 du matin, le vol devait durer environ 5h34, avec une consommation estimée à 37 200 kg de carburant. L'appareil transportait 49 100 kg de carburant, ce qui lui offrait une autonomie totale de 7h31, suffisante pour se dérouter vers des aéroports alternatifs à Jinan ou Hangzhou en cas de besoin. Peu après le décollage, le contrôle du vol a été transféré du contrôle du trafic aérien de l'aéroport au radar Ningpe sur la fréquence 13.2, 6 MHz. À minuit 46, le radar Ningpe a autorisé le vol 370 à monter à 35 000 pieds. L'équipage a confirmé avoir atteint cette altitude à 1h puis de nouveau à 1h08, mais quelques minutes plus tard, la communication a été perdue. Numéro 10. Pourquoi les radars d'autres pays n'ont-ils pas détecté le vol? La réponse réside dans la nature sensible des systèmes de radars militaires. Les pays sont généralement réticents à partager des informations détaillées sur leurs capacités, de peur de révéler leur vulnérabilité. L'Indonésie, par exemple, exploite un système de radar d'alerte précoce, mais son radar de contrôle du trafic aérien n'a enregistré aucun appareil utilisant le code du transpondeur du vol 370 pendant cette période. Bien que le radar militaire indonésien ait suivi l'avion auparavant, alors qu'il se dirigeait vers le point de référence, les responsables d'Egari n'ont pas précisé s'ils l'avaient détecté par la suite. La Thaïlande et le Vietnam ont également détecté le vol 370 sur leur radar avant que le transpondeur ne cesse de fonctionner. En fait, le vice-ministre vietnamien des Transports, Phan Qui Thieu, a révélé que son équipe avait observé que l'appareil faisait demi-tour vers l'ouest et en avait informé les autorités malaisiennes à 2 reprises le même jour. Cependant, malgré ces alertes, il semble que des détails cruciaux aient été négligés. Les spéculations autour de la disparition du vol MH370 restent l'un des plus grands mystères de l'aviation de tous les temps. Alors, qu'est-ce qui a poussé le vol 370 à s'écarter aussi radicalement de sa trajectoire prévue? S'agissait-il d'un détournement, d'une défaillance technique ou de quelque chose de plus sinistre? Les théories abondent,
mais les réponses concrètes restent difficiles à trouver. Le vol 370 a été détecté pour la dernière fois par un radar civil à 1h21 du matin, après la défaillance de son transpondeur. Quelques heures plus tard, à 2h25 du matin, le système de communication par satellite de l'avion s'est réinitialisé et a envoyé une demande de connexion au réseau Inmarsat. Au cours des 6 heures suivantes, l'unité de données satellite a répondu à des demandes d'état périodiques, mais aucun appel provenant du cockpit n'a reçu de réponse. Le dernier protocole d'échange a eu lieu à 8h19 du matin, suivi d'un silence total. Cette séquence soulève la question cruciale de savoir pourquoi le système satellite a été initialement déconnecté puis réinitialisé plusieurs heures plus tard. S'agissait-il d'un acte délibéré ou bien un événement catastrophique a-t-il temporairement désactivé le système avant qu'il ne soit réactivé? Et pourquoi l'avion a-t-il continué à voler aussi longtemps sans aucune nouvelle de l'équipage? Numéro 9. Une théorie intrigante. Elle provient du mathématicien Gong Shen, de l'université Texas A&M, qui soutient que le MH370 est probablement entré dans l'eau à la verticale. Si l'avion avait percuté la surface sous un autre angle, il se serait fragmenté en d'innombrables morceaux, dont beaucoup auraient déjà été retrouvés. Cela suggère que l'épave pourrait être restée intacte, ou presque, à une grande profondeur. Je voulais être celui qui résoudrait l'énigme. Je voulais retrouver l'avion, où qu'il soit. Parmi les théories les plus controversées figure la possibilité qu'un des pilotes ait délibérément détourné l'avion vers l'océan Indien dans un acte de meurtre-suicide. Bien que les enquêtes de la police malaisienne n'aient trouvé aucune preuve de difficultés financières récentes ni de changement de comportement chez l'un ou l'autre des pilotes, les autorités américaines pensent que quelqu'un dans le cockpit a reprogrammé le pilote automatique pour diriger l'avion vers le sud au-dessus de l'océan Indien. Le capitaine Zahari Ahmad Shah, en particulier, s'est retrouvé au centre de l'attention après que des rapports ont révélé que son simulateur de vol personnel contenait un itinéraire simulé correspondant étroitement à la trajectoire projetée du vol MH370 au-dessus de l'océan Indien. Ces découvertes n'ont pas été incluses dans les rapports d'enquête publiés, ce qui a soulevé des doutes quant à la transparence. Les ingénieurs à la retraite, Jean-Luc Marchand et Patrick Blely, ont soutenu cette théorie en 2023 grâce à une analyse détaillée. Une autre explication plausible implique une interruption de l'alimentation électrique à bord de l'avion. À 1h07 du matin, la liaison SATCOM a répondu à un message à quart solaire. Cependant, entre 1h07 et 2h03 du matin, l'alimentation de l'unité de données satellitaire, l'équipement qui contrôlait la communication de l'avion avec le satellite, a été perdue. La perte de communication pourrait être due à une extinction manuelle ou à une défaillance technique. Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, a suggéré que les transpondeurs radars et les systèmes de transmission des données de vol avaient été délibérément éteints afin de dissimuler la position de l'avion. Pour appuyer cette théorie, l'unité de données satellitaire a redémarré à 2h25 du matin, envoyant une demande de connexion, signe que l'alimentation avait été rétablie temporairement. Les autorités ont examiné les antécédents de tous les passagers figurant sur le manifeste, en se concentrant sur 2 hommes iraniens qui étaient montés à bord avec des passeports volés, l'un autrichien et l'autre italien. Numéro 8. Une vulnérabilité. Les enquêteurs ont interrogé les manutentionnaires de la cargaison afin d'écarter un sabotage, bien que les batteries aient été emballées conformément aux directives de l'IATA. Néanmoins, les batteries au lithium-ion ont déjà provoqué des incendies sur d'autres vols, ce qui a conduit à des réglementations strictes. Si les batteries avaient pris feu en plein vol, cela aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, comme un incendie ou de la fumée rendant l'équipage inapte. Une analyse du Bureau australien de la sécurité des transports suggère qu'un équipage inconscient ou un scénario d'hypoxie explique mieux les preuves disponibles. Si l'équipage était rendu inapte en raison d'un manque d'oxygène, l'appareil continuerait probablement à voler en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant. Après l'arrêt des moteurs, l'avion aurait pu entrer dans une vrille en spirale, s'écrasant dans l'océan à moins de 20 000 nautiques de l'endroit où les moteurs sont tombés en panne. À l'appui de cette théorie, l'analyse des volets a montré que les volets d'atterrissage n'étaient pas déployés, ce qui indique une descente à grande vitesse. En mai 2018, l'ATSB a réitéré qu'il était probable que le vol n'était pas sous contrôle au moment du crash. Dans les jours,
Semaines et mois qui ont suivi la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines, le monde a été captivé par une vague de témoignages de personnes ordinaires affirmant avoir été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Des pêcheurs, des ouvriers de plateformes pétrolières, des habitants d'îles et même une Britannique naviguant sur l'océan Indien ont livré des récits qui semblaient offrir des lueurs d'espoir, mais qui, en fin de compte, n'ont fait qu'approfondir le mystère. Numéro 7. Mystère à la Agatha Christie. Tous les habitants du manoir sont désormais suspects. Le 8 mars 2014, alors que le monde cherchait désespérément des réponses, des histoires ont commencé à affluer de lieux inattendus. Sur la côte de Kota Bharu, un pêcheur va raconter avoir aperçu un avion volant anormalement bas, avec les moteurs grondant au-dessus de sa tête. S'agissait-il du vol 370 effectuant une descente d'urgence ou simplement d'un autre avion de passage? Près de Vientiane, au Vietnam, un travailleur d'une plateforme pétrolière a signalé avoir vu un objet en flammes traverser le ciel, une affirmation jugée suffisamment crédible pour pousser les autorités vietnamiennes à lancer une mission de recherche et de sauvetage, bien qu'aucun débris n'ait été retrouvé. Pendant ce temps, les habitants du lointain atoll de Kutta-Uvadu, aux Maldives, affirment avoir vu ce qu'ils pensent être un grand avion de ligne déviant de sa trajectoire. Des mois plus tard, un marin britannique a raconté avoir vu un avion en flammes alors qu'il naviguait sur l'océan Indien. Malgré ces descriptions saisissantes, aucun de ces témoignages n'a pu être confirmé, laissant le monde avec plus de questions que de réponses. À mesure que l'espoir s'amenuisait, les gouvernements ont lancé l'une des plus grandes et des plus coûteuses opérations de recherche de l'histoire de l'aviation. Initialement concentrées en Asie du Sud-Est, les recherches se sont rapidement étendues après que des données satellitaires ont suggéré que l'avion aurait pu parcourir des milliers de kilomètres vers le sud de l'océan Indien. Du 18 mars au 28 avril, 19 navires et 345 avions militaires ont parcouru plus de 4,6 millions de kilomètres carrés d'océan, menant des recherches aériennes et maritimes. Malgré cet effort colossal, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Lorsque les recherches en surface se sont révélées infructueuses, l'attention s'est portée sur les profondeurs. Une étude bathymétrique a cartographié le fond marin, suivie de balayage au sonar avec un équipement spécialisé. La zone de recherche sous-marine se trouvait à environ 1800 km au sud-ouest de Perth, en Australie, une étendue d'eau désolée, réputée pour ses profondeurs dangereuses et ses conditions difficiles. Coordonnée par le Centre de coordination conjoint des agences, l'opération a rassemblé des ressources de la Malaisie, de la Chine et de l'Australie. Pendant près de 3 ans, les équipes ont travaillé sans relâche pour localiser l'appareil disparu. En janvier 2017, la recherche officielle a été suspendue après avoir coûté la somme stupéfiante de 155 millions de dollars. De ce budget, 86% ont été consacrés à la recherche sous-marine, 10% aux études bathymétriques et 4% à la gestion du programme. Numéro 6. La recherche continue. Dans le cas de l'avion de Malaysia Airlines, qui a disparu lors d'un vol de Kuala Lumpur à Pékin, la Malaisie a supporté la majeure partie de la charge financière, en apportant 100%, tandis que l'Australie a couvert 32% et la Chine, 100%. Bien que des milliards aient été dépensés, la seule preuve tangible retrouvée consistait en des débris épars apparus sur les côtes africaines. Même lorsque la recherche a officiellement pris fin, les enquêteurs sont restés déterminés. En utilisant des images satellites et une analyse de la dérive, le Bureau australien de la sécurité des transports a identifié une nouvelle zone d'intérêt, une région de 25 000 km² où le vol 370 aurait pu s'écraser. Cette zone cible plus restreinte a apporté de nouveaux espoirs, mais elle a également mis en évidence l'immense défi que représente la localisation d'un Boeing 777 immergé, perdu dans l'immensité de l'océan Indien. En janvier 2018, l'entreprise privée d'exploration Marine Ocean Infinity a repris les recherches avec le navire norvégien Seabed Constructor, équipé de 8 véhicules sous-marins autonomes. Au cours des mois suivants, l'équipe a exploré une zone totale de plus de 112 000 km². Malgré leurs efforts exhaustifs, le contrat avec le gouvernement malaisien s'est terminé sans succès le 9 juin 2018. 2 ans plus tard, en mai 2024, Ocean Infinity a présenté une nouvelle proposition au ministre des Transports de Malaisie, Anthony Locke, suggérant une autre mission de recherche sous-marine. Le 20 décembre 2024,
le gouvernement malaisien a annoncé son intention de reprendre les recherches. Dans le cadre d'un accord sans pénalité ni honoraire, cet effort renouvelé permettrait à Ocean Infinity de scanner une zone de 15 km² dans le sud de l'océan Indien, pour un coût estimé à 70 millions de dollars. Le paiement ne serait effectué que si l'épave était localisée. Numéro 5. Retour sur les premiers jours de l'enquête. Le centre de coordination de sauvetage aéronautique de Kuala Lumpur a été activé à 5h34 après la perte de communication avec l'appareil, afin de coordonner les premières opérations de recherche et de sauvetage. Les recherches ont débuté dans le golfe de Thaïlande et la mer de Chine méridionale, mais elles ont rapidement été élargies sur la base de nouvelles données radar indiquant que le vol 370 aurait pu faire demi-tour avant de disparaître des écrans radars. Le 12 mars, le chef de la Royal Air Force de Malaisie a révélé qu'un appareil non identifié, présumé être le vol 370, avait traversé la péninsule malaise et avait été détecté pour la dernière fois par un radar militaire à environ 370 km au nord-ouest de Penang. En conséquence, la zone de recherche a été élargie pour inclure la mer d'Andaman et la baie du Bengale. Les relevés des signaux échangés entre l'appareil et un satellite de communication au-dessus de l'océan Indien ont révélé que l'avion avait continué à voler pendant près de 6 heures après sa dernière détection par radar. L'analyse de ces signaux a placé l'appareil sur l'un des deux arcs équidistants du satellite au moment où son dernier signal a été émis. Les autorités ont d'abord envisagé les deux arcs, mais ont finalement écarté l'arc nord en raison de son passage dans un espace aérien fortement militarisé, où une telle activité aurait probablement été détectée. Cette possibilité écartée, l'attention s'est portée sur le sud de l'océan Indien, à l'ouest de l'Australie, l'un des endroits les plus reculés et inhospitaliers de la planète. Le 17 mars, l'Australie a pris en charge les recherches, dirigeant les efforts vers une vaste zone de 315 000 km² au sud-ouest de Perth. La région était connue pour ses mers agitées, ses conditions météorologiques extrêmes et ses fonds marins profonds. Les images satellites montraient d'éventuels débris, mais lorsque les équipes de recherche ont enquêté, rien de concluant n'a été trouvé. Au fur et à mesure que de nouveaux calculs apparaissaient, la zone de recherche a été ajustée à plusieurs reprises, se déplaçant de 1100 km au nord-est le 28 mars, puis à nouveau le 4 avril. Du 2 au 17 avril, les équipes de recherche ont travaillé contre la montre pour détecter les balises radio sous-marines de l'appareil. Maintenant, tu es relié à un cordon ombilical, à cette chose qui monte et descend, et dont les batteries se sont déchargées. Prévu leur extinction autour du 7 avril, 3 navires ont été déployés, l'ADV Ocean Shield d'Australie, le Exai de Chine et le HMS Echo du Royaume-Uni, chacun équipé d'une technologie sonar spécialisée. Entre le 4 et le 8 avril, ils ont capté des sons similaires à des signaux ULB. L'espoir grandissait à mesure que les experts envisageaient la possibilité que ces signaux proviennent de l'avion disparu. Mais malgré des semaines de balayage sonar, du 14 au 13 avril jusqu'au 28 mai, aucun débris confirmé n'a été retrouvé. Numéro 4. Le mystère du vol H370 restait non résolu. Malgré les difficultés de recherche dans une zone aussi vaste, et sachant que le localisateur Tupinge ne couvrait qu'environ 130 km² par jour, les enquêteurs ont enregistré plusieurs détections acoustiques entre le 4 et le 8 avril, similaires aux signaux d'une radiobalise sous-marine. Bien que peu probable, les experts ont envisagé la possibilité que ces signaux proviennent d'une radiobalise ultravaste endommagée. Cependant, les recherches de suivi au sonar menées entre le 14 avril et le 28 mai n'ont trouvé aucune trace du vol 370. Un rapport publié en mars 2015 a révélé un problème critique. La batterie ultrabasse connectée à l'enregistreur de données de vol du vol 370 aurait pu être déchargée depuis décembre 2012. Cela signifiait que la balise pouvait ne pas avoir fonctionné correctement, ce qui réduisait les chances de détecter son signal pendant les recherches. À la fin du mois de juin 2014, les efforts se sont concentrés sur la phase suivante, une recherche sous-marine le long du 7e arc, le dernier emplacement connu où le vol 370 a communiqué avec un satellite. La priorité était une section située dans la partie sud de cet arc. Cependant, le manque de données détaillées sur le fond marin compliquait la navigation pour résoudre ce problème. En mai 2014, une étude a été lancée afin de cartographier environ 208 000 km² du fond océanique. Le processus s'est poursuivi jusqu'au 17 décembre 2014,
fournissant des données cruciales pour la recherche ultérieure en eau profonde. En octobre 2014, la Malaisie, la Chine et l'Australie ont lancé une vaste opération de recherche en eau profonde, s'engageant à scanner 120 000 km² du fond océanique. Des navires spécialisés, équipés de sonars à balayage latéral, bicosondeurs multifaceaux et de caméras vidéo, ratissent les profondeurs. Entre janvier et mai 2015, un quatrième navire a été ajouté, déployant un véhicule sous-marin autonome pour explorer les zones difficiles d'accès. Malgré tous ces efforts et la modélisation de la dérive après la découverte de débris sur l'île de la Réunion, la recherche officielle a été suspendue le 17 janvier 2017. Un an plus tard, en janvier 2018, les recherches ont repris grâce à un accord sans pénalité ni honoraire avec le gouvernement malaisien. Ocean Infinity, utilisant le navire norvégien Seabed Constructor et une flotte de 8 AUV, s'est concentré sur une zone affinée de 25 000 km². En mai 2018, ils avaient scanné plus de 112 000 km², couvrant 4 sites désignés, Site 1, Site 2, Site 3 et Site. Cependant, la dégradation des conditions météorologiques et l'expiration du contrat ont contraint à suspendre la recherche. Les données recueillies ont ensuite été données au projet Seabed 2030 de la Fondation Nippon pour la cartographie océanique mondiale. Après la conclusion de la recherche de 2018, les discussions sur la reprise des efforts se sont poursuivies. En mars 2019, la Malaisie a exprimé sa volonté d'envisager des pistes ou des propositions crédibles pour une nouvelle recherche. Ocean Infinity est resté prête à reprendre la recherche, mettant en avant son expérience lors de missions précédentes, notamment la localisation réussie du sous-marin argentin ARA San Juan. En mars 2022, Ocean Infinity s'est engagé à relancer la recherche en 2023 ou 2024, en attendant l'approbation du gouvernement malaisien. Le directeur général, Oliver Plunkett, espérait utiliser le nouveau navire Armada d'Ocean Infinity pour la mission, bien que la Malaisie ait demandé des preuves supplémentaires avant d'approuver de nouvelles recherches. Numéro 3, quelques jours avant le 10e anniversaire de la disparition. En mars 2024, la Malaisie a annoncé son intention de consulter l'Australie au sujet d'une nouvelle expédition d'Ocean Infinity. En décembre 2024, le gouvernement malaisien a accepté en principe de poursuivre les recherches, engageant 70 millions de dollars pour l'opération, à nouveau sans pénalité ni honoraire. Le 25 février 2025, le ministre des Transports, Anthony Locke, a confirmé qu'Ocean Infinity avait officiellement repris les recherches. Pendant ce temps, la découverte de débris marins a apporté quelques indices. En octobre 2017, 20 pièces supposées provenir du vol 370 ont été récupérées sur des plages de l'ouest de l'océan Indien. Parmi elles, le premier objet identifié de manière certaine, un flaperon Wright, a été retrouvé en juillet 2015 sur l'île de la Réunion. Les numéros de série des composants internes l'ont définitivement relié au vol 370. D'autres découvertes importantes comprenaient des parties du stabilisateur droit et de l'aile droite, retrouvées au large du Mozambique en 2016. Ces découvertes correspondaient au modèle de dérive réalisé par l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, ce qui renforce leur origine sur le site de l'accident, près de 35 degrés sud et 92 degrés est. Malgré ces découvertes, des doutes subsistent quant au dernier instant de l'avion. Le professeur de mathématiques de l'université Texas A&M, Gung Shen, a suggéré que l'appareil aurait pu entrer dans l'eau à la verticale, ce qui expliquerait pourquoi on a retrouvé de plus gros débris au lieu de fragments dispersés. En octobre 2017, 20 pièces de débris supposées appartenir au vol 370 de Malaysia Airlines avaient été récupérées sur les plages de l'ouest de l'océan Indien. Parmi celles-ci, 18 objets ont été identifiés comme très probablement ou presque certainement issus du MH370, tandis que les 2 restants ont été évalués comme probablement appartenant à l'avion disparu. Ces découvertes ont fourni des indices cruciaux sur le lieu du crash et ont confirmé les modèles de dérive élaborés par les scientifiques. Le 16 août 2017, le Bureau australien de la sécurité des transports a publié 2 rapports importants. L'un d'eux a analysé des images satellites prises le 23 mars 2014, 2 semaines après la disparition du MH370, et a classé 12 objets dans l'océan comme probablement d'origine artificielle. Numéro 2, le deuxième rapport.
Réalisé par l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth d'Australie, il a mené une étude de dérive des débris récupérés. Cette analyse a identifié la zone du crash avec une précision sans précédent, 35,6 degrés sud, 92,8 degrés est, soit au nord-est de la principale zone de recherche sous-marine de 120 km². La découverte du flaperon, la première preuve définitive, est survenue à la fin juillet 2015, lorsqu'un flaperon droit a été retrouvé sur une plage de Saint-André, à La Réunion. Une île située dans l'ouest de l'océan Indien, à environ 4 km à l'ouest de la zone de recherche sous-marine. Cette surface de commande du bord de fuite est ainsi devenue le premier élément formellement relié au vol MH370. Le flaperon a été transporté depuis La Réunion, un département d'outre-mer français, jusqu'à Toulouse, où il a été soumis à un examen minutieux par l'Agence française d'enquête sur les accidents d'aviation civile, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un laboratoire du ministère français de la Défense. Des chercheurs malaisiens se sont également rendus à Réunion et à Toulouse pour aider à l'analyse. Nous nous étions promenés par là et nous avons vu cet objet abandonné, alors oui, puis nous l'avons ramassé. Le 3 septembre 2015, les autorités françaises ont annoncé que les numéros de série trouvés à l'intérieur du flaperon, récupérés à l'aide d'un boroscope, le reliaient avec certitude au vol MH370. Premièrement, cela a ravivé l'intérêt pour la recherche. La police française a trouvé des débris à La Réunion, dont un flaperon qui correspondait au modèle de dérive de Sirop. Les baleines sur le flaperon ont aidé à retracer son parcours à travers l'océan Indien. En 2016, Blaine Gibson a découvert un fragment portant l'inscription « Nostet » au Mozambique, confirmé comme appartenant au MH370. Non loin de là, Liam Loder a trouvé un autre fragment. L'analyse a révélé que les fragments appartenaient au Boeing 777 de Malaysia Airlines. D'autres découvertes ont suivi à La Réunion, à Mossel Bay avec le logo Rolls-Royce, à Rodrigues et à Pamba. Les familles des victimes ont organisé des recherches à Madagascar, récupérant 5 fragments entre 2016 et 2018. Malgré ces preuves, l'emplacement exact de l'accident reste un mystère. Même si les débris nous rapprochent de la compréhension de ce qui s'est passé, la vérité complète demeure insaisissable. On se retrouve dans la prochaine vidéo.